dans le grand débrief de Smartech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Pillot. Bonjour Julien. Bonjour. Enseignant, chercheur, un spécialiste de l'économie à l'INSEC. À côté de vous, Léo Briand. Bonjour Léo, bienvenue, cofondateur, président de VitaScience. Et Alain Staron, mon chouchou, bien évidemment, président, cofondateur d'Artifil. Bonjour. Mon chouchou parmi tant d'autres. On va commencer par commenter l'actualité autour de X. X, donc feu Twitter, est-il à l'article de la mort? Vraiment, vous y croyez ou pas? Tout ça dans un contexte avec le départ ponctuel de certains annonceurs majeurs et la réaction d'Elon Musk qui leur a dit d'aller se faire voir, que de toute façon, tout le monde saurait que si Twitter X meurt, eh bien, ce serait de leur faute. Alors, à l'article de la mort ou pas ce réseau social, selon vous? Julien. Non, pas à l'article de la mort, dans la mesure où, en tout cas, si on en croit les données qui nous reviennent de la direction de X, le nombre d'utilisateurs serait plutôt en croissance, en légère croissance. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, on est face à un réseau social dont, en tout cas, ce qu'on a appris à connaître, la santé financière repose quasi exclusivement sur la publicité, et dans un contexte où les plus gros annonceurs, et notamment ceux qui sont capables de faire des annonces au niveau international, s'en vont, se détournent de la plateforme, soit en réaction avec les propos qui peuvent être tenus sur la plateforme, soit en réaction vis-à-vis de la politique générale d'entreprise et la personnalité d'Elon Musk. Lorsque ces personnes-là désertent, ça fait de gros trous dans les caisses. Reste à savoir dans quelle mesure Elon Musk est prêt à soutenir financièrement très longtemps son réseau social, qui, je me plais à le rappeler aussi souvent que nécessaire, n'a pas été acheté pour des ambitions de rentabilité de court terme. On ne met pas 44 milliards sur la table sur un réseau qui n'a jamais fait que des déficits, sinon 2 exercices bénéficiaires dans son histoire. Il les a pas mis tout seul non plus. Il les a pas mis tout seul, c'est vrai, mais on l'achète pour l'influence politique que ça peut donner, et aujourd'hui, ça lui donne une influence politique assez importante, et également, de façon indirecte, une influence sur la façon dont il mène ses propres affaires, notamment dans la sphère financière. Donc pour l'instant, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est face à une énième bravoure ou allez, coup de menton d'Elon Musk. Un dérapage aussi peut-être, il est assez coutumier du fait. Mais allez vous faire voir, il le dit de manière encore moins correcte que moi. Pour l'instant, faute de réelle alternative à Twitter, c'est compliqué de s'en passer, notamment lorsque l'on participe de la discussion intellectuelle ou politique et sociale. C'est-à-dire que même pour les annonceurs aujourd'hui, le réseau social est incontournable? Alors pour les annonceurs, un peu moins, dans la mesure où il y a d'autres canaux de communication. Il n'en demeure pas moins que sur Twitter, il y a quand même une audience qui est particulière, qui est extrêmement qualifiée, et certains annonceurs peuvent aussi considérer que malgré les phrases d'Elon Musk, malgré l'absence de modération de contenu, malgré la prolifération parfois de contenu à caractère désinformatif, ça fait fort, ça peut néanmoins rester tout à fait intéressant et rentable d'être présent sur Twitter. Oui, parce que ça reste quand même là où ça se passe. Je prends juste l'exemple de Thierry Breton qui nous fait vivre presque heure par heure le trilogue autour du règlement qui doit imposer quelques nouvelles contraintes autour de l'intelligence artificielle. Et il nous dit restez connectés. Il nous dit ça sur Twitter, enfin sur X. Je pense qu'Elon Musk croit vraiment au changement de modèle économique à terme de X vers un modèle qui ne dépend pas de la pub. Mais à court terme, ce n'est pas une réalité, quoi. Donc il faut qu'il arrive à... Il faut tenir entre-temps. Il faut tenir entre-temps, voilà. Si son but à terme, c'est d'avoir des abonnements ou même d'autres modèles, parce qu'il y a des services financiers qui vont voir le jour probablement, qui pourraient eux aussi être des sources de revenus. Mais ça, on parle d'un futur qui peut arriver dans 5 ans ou voire plus. Donc, Et puis entre-temps, il y a des concurrents aussi qui arrivent. Parce que là, en Europe, on va voir arriver le nouveau réseau social qui peut faire peur, peut-être, je ne sais pas, à Elon Musk, Threads de Mark Zuckerberg. Mais est-ce que vous allez migrer? Est-ce que vous allez quitter X pour Threads ou pour Blue Sky ou pour Mastodon ou pour un autre réseau social? C'est pas vraiment ça pour l'instant. C'est plutôt éventuellement des personnes qui font du multi-homing, c'est-à-dire que sans quitter X, Twitter, créer des comptes sur Blue Sky, sur Threads et d'autres réseaux sociaux concurrents, mais très peu ont pris la décision réellement de se couper Twitter parce que la communauté agissante est sur Twitter et se couper Twitter aujourd'hui, ça a un coût en fait, un coût en matière d'influence pour ceux qui vivent de ça. Reconstruire l'ensemble d'une communauté, pas simple. C'est pas idiot de faire une démarche. Je commence par sur plusieurs, puis je passerai le moment venu sur l'autre. Il est contre le woke. La pub, c'est du woke.
Moi, j'ai fait 10 ans chez une grande chaîne de télé qui vit de la pub. C'est vrai. On avait régulièrement des remarques sur le thème il faut que les programmes plaisent aux annonceurs. Sinon, les annonceurs s'en vont et ils ont raison. Hein, c'est du temps de cerveau disponible. Donc, il faut que le cerveau soit disponible. Si on n'a que des insultes, c'est plus compliqué. Donc, son positionnement est ambigu. Il est assez malin pour le savoir. Donc, après, moi, je crois beaucoup à l'idée, puisqu'il va tirer des gens qui sont un peu extrémistes. Ces gens-là, vont être prêts à payer, puisque justement, ils ne peuvent pas s'exprimer ailleurs. Donc, c'est peut-être une manière d'accélérer le passage en mode payant, mais pour ça, il faut qu'il aille encore plus loin dans l'extrémisme. Pourquoi pas Puis il adore ça. Donc, moi, je vois mais ça pourrait faire fuir quand même un paquet de monde, hein, si on allait jusqu'à ce que dit Hidalgo, un égout mondial. Oui, enfin, bon. On n'en est pas là, je mais... Je ne commenterai pas le départ de Madame Hidalgo, mais... Donc, allez, du coup, je suis perdu. Donc, Twitter est rempli de gens qui ont annoncé leur départ pour mieux revenir une semaine plus tard, quand même. Hein. Non, ce qui va se passer à court terme, c'est effectivement ça, c'est que les gens vont commencer à regarder ailleurs. Enfin, moi, je X plus. Je suis plutôt sur LinkedIn, qui est un réseau qui n'a pas grand-chose à voir, donc voilà. Et Facebook a encore tout à fait autre chose, donc ça ne va pas marcher non plus. Donc, effectivement, il y a une place à prendre, qui aujourd'hui n'est pas une espèce de fait, mais à la prendre, peut-être. Peut-être, oui. Mais bon. Une chance pour le réseau social du groupe Meta ? Ce sera extrêmement compliqué dans la mesure où, encore une fois, pour l'instant, Twitter X est protégé par de puissants effets de réseau. Et tant que la communauté agissante, c'est-à-dire celle qui crée du contenu ou qui propage du contenu sur Twitter, considère que c'est là qui a le plus gros taux de rebond, le plus gros réservoir de visibilité, ce sera quand même difficile de complètement... Mais quand on arrive avec sa communauté Facebook, Instagram, déjà ça fait un peu de poids. Pour Threads, c'est quand même un avantage. Ouais. Alors est-ce qu'on aura un réseau social woke, bien pensant, et un réseau social plus dur, plus trash, trash. La barrière à l'entrée, elle est difficile à quantifier. Elle dépend du nombre de personnes, mais finalement, ça peut avoir assez vite dégringolé. Et comme c'est des courbes exponentielles, on ne le voit pas forcément beaucoup au début. Mais si ça dégringole, en fait, ça devient de pire en pire. Et surtout, c'est assez inarrêtable une fois que c'est enclenché. Il n'y a pas d'exclus. Donc c'est bien les gens qui décideront ce qu'ils font. Alors, je pense que c'est une minorité, les gens qui aiment bien agresser, se faire agresser. Je pense que c'est une minorité. Ceux-là vont rester, ils vont probablement être prêts à payer. Mais les autres, il faut monter à côté. Puis à un moment, ils se diront, d'abord de prendre des claques, je reste sur les autres. Alors, il y a un autre sujet de migration de communauté, puisqu'on a vu adouber une messagerie française qui s'appelle Olvid. L'ensemble des ministres est intimement poussé à l'utiliser. C'est une circulaire d'Elisabeth Borne qui leur demande, qui leur intime, en tout cas pour toute leur communication professionnelle, de passer par Olvid ou Chap, qui est un produit made in DINUM, la direction du numérique de l'État. Avant le 8 décembre 2023 pour des raisons de cybersécurité et puis aussi évidemment de souveraineté française. Alors est-ce que les ministres vont être contraints de l'utiliser pour certaines communications? Est-ce que ça peut créer un engouement pour cette messagerie? Je rappelle que Olvid, on les avait reçus en plateau en 2021 au moment où WhatsApp changeait ses conditions d'utilisation et tout le monde se dit il faut qu'on trouve un autre réseau pour discuter. Ils avaient bénéficié de ce petit effet d'emballement. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ils aient remplacé WhatsApp, loin de là. Donc, encore un sujet de transfert de communauté. Exactement, on est sur le même sujet que le précédent. C'est-à-dire que WhatsApp et toutes les messageries déjà installées depuis longtemps ont créé des habitus en fait auprès de leur communauté et il faudrait une migration collective et quasiment instantanée d'une messagerie vers une autre pour réussir à créer justement cet effet d'emballement dont tu parlais tout à l'heure et qui ferait qu'une messagerie de dominante passerait quelque part à dominer pour faire apparaître un nouveau leader. Donc ce sera extrêmement compliqué. Et en ce qui concerne le cas d'espèce, il faudra que Olvid soit au moins aussi simple d'utilisation que ne l'est WhatsApp ou une messagerie concurrente telle que Messenger ou ce genre de choses. Mais ça, c'est très difficile quand on est très exigeant sur la sécurité et la confidentialité, puisque chez Olvid, ils ne vont pas récupérer votre carnet d'adresse pour ramener vos amis, justement. Rien n'est hébergé sur leur serveur. C'est à vous de faire toutes les démarches en one-to-one, un par un, à aller envoyer des liens ou des codes pour se connecter ensemble. Exactement. Et je crois que c'est la raison pour laquelle la stratégie d'Olvid ne peut pas être une stratégie de domination. Je pense qu'il ne vise pas à remplacer WhatsApp, mais une stratégie de niche pour des personnes qui sont extrêmement bien informées et extrêmement sensibles à la confidentialité de leurs conversations. Ça fait quand même déjà pas mal de monde. C'est un changement de paradigme où vraiment tout le monde se sent vraiment concerné par la sécurité de leurs données, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, mais qui pourrait arriver
avec quand même les gens qui sont quand même de plus en plus concernés. C'est ce que je veux dire, il y a quand même de plus en plus de personnes là-dessus, qui prennent conscience quand même que les données qu'ils échangent sont sensibles. Enfin, je pense dans le milieu professionnel. Ouais, c'est clair. Pas forcément chez les espions, mais je veux dire, de plus en plus, on se rend compte que dans notre travail, au quotidien, pour certains échanges, il est nécessaire de mieux se protéger. Ce n'est pas parce que c'est sensibilisé qu'on veut en subir le coût, qu'il soit économique ou qu'il soit de l'ordre des difficultés ou de plus grosse rigidité au niveau de l'usage. D'ailleurs, il y a quelque chose qui nous permet de l'approximer actuellement, c'est le peu d'engouement pour la campagne d'abonnement payante pour l'utilisation d'Instagram et Facebook, expurgée d'exploitation publicitaire des données. Ne me lancez pas là-dessus, Julien. Ça, pour moi, c'est une blague. Le coût qui est demandé pour l'abonnement, ça, c'est un sujet en soi. C'est clair. Alors, une différence entre les messageries et les réseaux sociaux, c'est que je peux publier sur un réseau social et publier d'un clic sur plein de réseaux sociaux. Une messagerie, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est de l'échange et donc j'ai besoin d'avoir ma communauté partout. Donc je pense qu'on va avoir plus facilement des gens, le cas échéant, quitter X que des gens quitter WhatsApp. Parce que la friction est beaucoup plus forte sur WhatsApp que sur X. Je publie partout. Moi, je publie déjà à chaque fois sur 4-5 réseaux. Donc voilà. Bon, après, effectivement, ils ne visent pas le grand public, mais enfin, ils visent quand même les gens qui sont partis sur Signal. Signal, ça fait déjà beaucoup de monde. Si une app française réussit à atteindre ce niveau-là, on pourrait être fier. Il faut un onboarding aussi simple qu'ils n'ont pas. Mais il y a un niveau de confidentialité qui est quand même supérieur. Oui. Et là, on est en train de vraiment d'être très fin dans le détail. Pour moi, c'est vraiment ça la valeur ajoutée. Il y a le gouvernement qui montre l'exemple aussi. Ouais. Il y a quand même beaucoup de cas d'usage en entreprise ou dans certains collectifs où la confidentialité, elle est vraiment super importante. Mais je comprends. Moi j'ai un parti pris. Je m'explique. En fait, Olvid a démarré en 2018-2019 et ils ont été incubés à Agoranov dans un incubateur pendant 2 années. Et en fait, on était donc mon entreprise VitaScience, on était voisins. On a travaillé ensemble pendant les 2 premières années de nos entreprises respectives. Donc, j'ai vu vraiment les premiers prototypes où c'était hyper difficile de se mettre en contact avec quelqu'un d'autre et d'échanger, mais hyper sécurisé. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir, c'est vraiment beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'on est encore en dessous en termes d'expérience utilisateur par rapport à WhatsApp, puisqu'il y a cette exigence de confidentialité. Moi, je pense que sur beaucoup de cas d'application de niche en entreprise, dans des gouvernements, tout ça, il y a vraiment énormément de cas d'usage qui peuvent faire sens. Mais effectivement, pour le grand public, il y a encore besoin de changement de mentalité si on veut qu'il y ait une adoption plus large. Après, c'est en fonction, pour le grand public, en fonction du type d'échange qu'il a dans sa journée, il peut utiliser différentes messageries. C'est compliqué quand même. Mais effectivement, ça devient compliqué à l'usage. Et l'utilisateur, de manière générale, est plutôt feignant. Mais sur le fait que le gouvernement montre l'exemple, je vous ai vu réagir, Julien. Oui, justement, ça me fait penser qu'on n'est pas à un coup d'essai, en fait. Il y a quelques mois de cela, le gouvernement a imposé aux députés, d'ailleurs, ça n'a pas été qu'en France, ça a été suivi dans plusieurs pays, notamment l'Italie, aux députés de désinstaller TikTok parce qu'il y avait des risques potentiels d'espionnage, en fait, de cyberespionnage par l'intermédiaire de cette application. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une très grosse déperdition suite à cette annonce de l'utilisation de TikTok chez la population française ou même la population mondiale, en fait. Donc, le fait que le gouvernement montre l'exemple n'est pas suffisant. Après, il faut des mesures incitatives ou éventuellement coercitives pour pouvoir faire changer les comportements. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas. Oui, alors c'est le cas avec les ministres, c'est un peu coercitif, voilà. Mais ça montre aussi qu'il y a une conscience qu'on a des startups ici en France qui proposent des solutions et qu'on se tourne plus volontiers désormais vers elles. Ce qui est très bien. Bah oui, absolument. Voilà, faut connaître son écosystème et on a souvent reproché au gouvernement de ne pas suffisamment s'y intéresser. Donc c'est positif pour une fois, on le signale. Autre sujet, on reste dans ce sujet de la souveraineté, c'est cette idée qu'on serait capable de créer un cloud souverain européen, notamment avec NumSpot, parce que j'étais à la conférence de presse qui s'est tenue un peu plus d'1 an après l'annonce de sa création, à peu près 1 an, on va dire, après sa création effective, et ils nous disent que la première offre va arriver à peu près en mai 2024. Tout ça est quand même très long à se mettre en place. Et l'argument de la sécurité, de la souveraineté, c'est le principal argument qui est mis en avant, si ce n'est le seul. Je suis un peu sévère, mais... C'est quand même un sacré argument. Mais en tout cas, ils nous disent, NumSpot, on ne va pas ne rien faire parce qu'on n'est pas aussi compétitif que les hyperscalers. Il faut quand même se battre sur ce terrain aussi de la sécurité. Ça suffit à vous convaincre ? Non. Julien ? Non. Moi, je fais pas bon, du Alain, cloud. je sais depuis longtemps. Ça ne suffit pas. Mais oui, on fait pas du cloud juste pour rester chez nous. Ouais. On fait du cloud parce qu'on a un paquet d'outils à utiliser et j'en trouve plein. J'ai des gens qui m'embêtent parce qu'ils sont sur le même marché que moi, donc les hyperscalers qui font du B2C. J'en trouve autant chez un hyperscaler qui ne fait pas du B2C, donc c'est plutôt chez lui que je vais.
Sauf que là, on parle par exemple d'héberger des données de santé, d'héberger des données bancaires. Mais Ce sont des AWS, il est secteurs déjà- très sensibles. AWS, il est déjà. Mais peut-être que là, cet argument de la totale étanchéité aux lois extraterritoriales peut suffire à porter, à convaincre. Non, mais là, il faut convaincre les hôpitaux. C'est ça. Enfin, voilà. l'agent Ouais, là encore, santé. c'est un marché de niche en fait qui est ciblé en premier. En tout cas, Oui. après, c'est difficile de. Marché de niche, enfin, si on arrive à avoir le carnet de commande de l'État, on est content en général. hein. Mais Non c'est vrai qu'une Monsieur Vita-Science. les entreprises qui sont plus dans le domaine enfin qui sont pas forcément sur des secteurs qui ont besoin d'une énorme sécurité de données, vont pas s'intéresser à cette offre-là dans un premier temps. En tout cas, ça c'est certain. Oui. Après, j'ai l'impression quand même qu'il y a un changement de mentalité là aussi, où petit à petit, les entreprises européennes prennent conscience qu'il faut mieux héberger leurs données chez les lecteurs européens. J'ai l'impression que c'était pas vraiment le cas. Si je reprends d'ailleurs l'exemple de Agoranov, l'incubateur de start-up d'où sont sortis Doctolib, Insect, énormément de succès français. À l'époque, moi j'avais pris le parti à l'époque d'héberger tout chez OVH, on me riait un peu au nez, et on me disait mais pourquoi tu vas pas chez AWS, c'est débile, reste pas chez cet acteur français. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus vraiment ça. Donc déjà, il y a eu quand même ce changement-là. Mais c'est vrai que bâtir à partir de solutions, à partir de zéro, un nouvel acteur, même si c'est des énormes structures qui sont derrière, c'est quand même vachement difficile et ça m'étonne pas Parce que que ça derrière, prenne. c'est Dassault, Docapost, Oui, Télécom. la Caisse des dépôts. Avec la CDC, ouais. Mais C'est ça. le changement de mentalité, c'est pas que les Et entreprises. j'ai oublié Bouygues. Bouygues Voilà, Télécom. Et Bouygues. Télécom. Merci. Mais c'est pas que les entreprises qui changent de mentalité, c'est aussi le législateur européen qui est en train de changer, vraiment de braquer, en tout cas à mon sens, sur ces questions-là. Il y a une vraie montée en puissance depuis, on va dire, depuis la crise Covid, autour des discours qui visent à préserver l'autonomie stratégique de l'Union européenne sur le long terme. Et évidemment, tout ce qui touche autour du numérique, tout ce qui touche autour du cloud souverain, en fait partie. Et on a eu une décision qui a été prise il y a de cela 24 heures à tout casser au niveau européen pour autoriser des aides d'État autour de la mise en place de cloud souverain. Alors, c'est des aides d'État qui sont modestes et encore que, on peut faire quand même pas mal de choses parce qu'elles sont plafonnées à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Avec 1,2 milliard d'euros, on fait quand même Ça va. quelques petites choses en la matière. Donc vous êtes optimiste parce que par ailleurs il y a eu des signaux plutôt négatifs du côté de la Commission européenne avec un hébergement confié à Oracle. Bon, on comprend pas toujours la ligne. hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas qu'une affaire d'argent, il y a aussi une maturité technologique à avoir. Enfin, c'est tellement complexe qu'en fait, même en mettant plusieurs milliards sur la table, en 18 mois, on sort pas de terre un écosystème complet. Quand on voit la quantité d'outils, il suffit pas d'avoir un ordi et de dire ok, vous mettez des trucs dessus et ensuite on vous le loue. C'est quand même vachement plus compliqué que ça. Il y a énormément de couches. Et de technologies, ce qui sont souvent open source d'ailleurs, à connecter les unes aux autres pour que ça fonctionne. Et même OVH, qui est le leader français en la matière, propose pas finalement autant de services à l'heure actuelle que les hyperscalers. Et donc il y a certaines limitations, c'est vrai, sur certains cas d'usage précis. Je pense à l'IA par exemple, même s'il y a des efforts qui sont déployés, la quantité de services à mettre à disposition ne dépend pas que de l'argent, ça dépend aussi du temps et de la construction naturelle de la solution. D'autant plus que les autres n'arrêtent pas d'avancer. Juste, ouais. Dire que la frontière, la référence ne fait que monter. Tous les jours, sur les 3 grands hyperscalers, vous avez plus de services proposés et des trucs vachement mieux, tout nouveau. C'est une course vraiment. Non, mais C'est mon avis sur le sujet. la compétitivité. Le cloud n'est pas forcément Il faut viser le coup d'après selon Alain Starr. Exactement. Sachant que le coût, par contre. Enfin, le coup d'après, il y en a. Edge. L'edge computing, oui. Mais oui. Mais les coûts proposés aux entreprises par les hyperscalers, justement les plus gros hébergeurs américains, ne sont pas forcément hyper intéressants, attractifs. Je pense qu'il y a quand même une marge de manœuvre dans la mesure où c'est là-dessus que ces structures font l'essentiel de leur marge et que du coup leurs prix sont quand même assez gonflés par rapport à la réalité de leurs coûts. Donc c'est pas comme si on était sur un marché où il y avait... Ils font aussi beaucoup de cadeaux pour... Oui, ils ont aussi les moyens marketing ça, quand même de préserver des marchés. Et puis ils sont sur des offres multiservices en fait. Ouais. Moi, je paye Ils rien. offrent des paquets de services, donc ce qui rend les clients en partie captifs, en tout cas. Mais je crois qu'il faut juste, sur le plan très rationnel et économique, faire un lien entre la valeur de la donnée
et finalement le type d'hébergement que l'on souhaite. Il y a des données qui sont extrêmement sensibles autour données administratives, données de santé, données assurantielles. Là, je pense qu'effectivement, avoir une solution qui serait peut-être un peu moins compétitive en matière de services et en matière de prix, mais qui soit extrêmement bien bornée sur le plan de la sécurité des données et la confidentialité, je crois que c'est un prix à payer pour ce type de données. Et d'ailleurs, à cette conférence, il y avait la CNP, qui était une sorte de cas client futur, parce qu'ils allaient co-construire ensemble une offre pour sécuriser les données assurantielles, effectivement, très sensibles. Le problème de l'assurance, on a besoin d'un paquet d'outils d'IA. Il va falloir qu'ils se mettent au niveau, les gars. Bah, ça, en matière d'IA, alors si vous Non, mais il faut que ce soit d'actualité intégré, packagé, utilisable facilement. Enfin, quand on voit la simplicité, enfin, on monte une machine sur AWS en moins de 30 minutes. Hein. Une machine qui fait la reconnaissance d'image. C'est vrai. En moins de 30 minutes. Voilà. Alors, on attaque avec les cadeaux de Noël, parce que sinon, on va les zapper, on va pas avoir le temps. Allez, Julien, un cadeau. Une idée de cadeau. Une idée de cadeau. Alors moi, je vais prendre ma casquette geek pour une fois. Enfin, pour une fois, non, en fait, il faut tout le temps. Mais non, j'ai pensé à un jeu vidéo, Baldur's Gate 3, qui est un jeu de rôle qui est extrêmement connu des gamers, qui a été attendu pendant 23 ans quand même. 23 ans de gestation, et puis Et donc, à pas dormir la nuit pendant 23 ans comme ça, Julien, ça doit être terrible. c'est un petit peu le cas. Non, mais c'est une belle histoire parce que ça a été développé par un studio belge qui s'appelle Lorient, qui est un studio de passionnés en fait, et qui ont les moyens finalement de donner libre cours à leur créativité et à leur passion, parce qu'ils ont fait le choix historiquement, c'est une entreprise familiale, et cette entreprise familiale a fait le choix historiquement de ne pas se coter sur les marchés financiers, ce qui est plutôt une exception dans le monde du jeu vidéo, et ça leur permet en fait de prendre le temps de peaufiner leur jeu. Alors ça les soumet à des risques, c'est-à-dire que si les jeux ne sont pas des succès commerciaux, derrière ça se passe pas très très bien pour eux, mais en vérité dans un monde qui est un peu aseptisé, dans le monde où beaucoup de très gros éditeurs de jeux vidéo ont du mal à prendre des risques, à aller aussi loin qu'ils le pourraient sur le plan technologique pour faire des jeux qui sont vraiment aboutis dès la date de sortie, Baldur's Gate 3 c'est à la fois un très grand jeu, mais en plus un jeu qui est irréprochable tant sur le fond que sur la forme dès le jour de sa sortie. C'est une belle histoire, et moi je peux encourager que mes amis gamers à s'adonner à ce jeu vidéo. Super idée de cadeau. Alain? Moi, c'est 2, sinon rien. Moi aussi d'ailleurs. Alors l'idée, enfin, moi je suis fan de tout ce qui s'oublie et tout ce qui aide et qui est transparent. Donc en fait, j'en ai identifié 2. J'en ai en semi-blague. Il y a l'alarme qu'on développe, qui est une alarme qui marche toute seule, qu'on n'a plus besoin d'activer. Donc voilà, on la pose, on revient 2 ans après pour changer les piles. Et l'autre, qui ne sort qu'au mois d'avril, enfin, premier trimestre 2024, c'est Human. C'est ça va être un peu tard pour le cadeau de Noël quand même. Non, mais c'est le voucher, ça vaut quand même $800. Donc, ouais, d'accord. Ok. Et ça permet quoi? Ça permet, c'est vraiment, dans un monde où il y a de plus en plus de fake, dans un monde où on est de plus en plus désintermédiaires, c'est très rare qu'on se parle en vrai. Donc, avoir ce machin, ce petit pin qui nous aide à décoder ce qu'on a en face de nous et qui permet d'être à la fois là et ailleurs, je trouve que c'est l'avenir. Moi, j'ai du mal à y croire à ce gadget. Je pense que c'est notre agent qui va nous représenter dans le monde réel et qui va faire le lien entre le monde réel et les mondes virtuels. Convaincu. Moi, j'ai compris. Pour l'instant, ça a remplacé un peu le smartphone. Il faut bien démarrer par quelque chose. Ok, pourquoi pas? On va lui donner une chance. On verra ça quand ça sort. Léo? Moi, j'avais pas mal aimé, c'était un cadeau que j'avais offert l'année dernière à Noël, justement, la montre de... Là, il faut recycler son cadeau, là, c'est ça? Ouais, alors non, c'est pas celui que je refais cette année, du coup, mais je veux pas spoiler les cadeaux que je vais faire cette année. Okay. Du coup, la montre ScanWatch de... C'est le Père Noël, qui s'en occupe. Ouais, exactement, c'est ça. Moi, j'ai 3 enfants en bas âge, donc pas de dérapage. On peut pas savoir. Non. Et donc, cette montre de WeThings ScanWatch que j'ai trouvé assez sympa. Donc, on a beaucoup parlé de souveraineté, donc elle est conçue en France. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est qu'elle a une autonomie de 30 jours, parce que je me voyais pas recharger la montre en fait, tous les jours. C'est vrai que c'est assez dingue pour une montre connectée. Ouais. On la recharge. Toutes les autres, en fait, se rechargent tous les jours ou tous les 2 jours max. Et voilà, ça ressemble vraiment à une montre pour le coup et pas à un écran carré. Avec énormément de fonctionnalités pour la santé. Voilà. Ouais. Et donc, si vous avez des petits soucis au niveau du cœur, c'est assez pratique aussi, puisque ça permet de détecter toutes les arythmies cardiaques ou les problèmes comme ça. Finalement, voilà, c'était une bonne surprise, je dirais. C'est un beau cadeau, et moi je vais encore monter en gamme avec mon idée de cadeau. J'ai découvert qu'il existait des bijoux qui étaient réalisés à partir de circuits imprimés.
Alors des vieux circuits en plus, hein. Il y a un côté économie circulaire, récupération, donc qui viennent de tablettes, d'ordinateurs, de téléphones. Et à partir de là, donc la marque elle s'appelle Emblème, ils proposent voilà, tout type de bijoux, des bracelets, des bagues. Et alors ce que j'avais noté, c'est quand même de l'or 18 carats, c'est pour ça que je dis je monte en gamme, c'est pas donné, il faut quand même débourser quelques centaines d'euros pour offrir ces cadeaux. On peut y graver voilà, les mots qu'on a envie de graver, amour, éternité, à l'aide d'un code Morse, ce sera écrit. Donc tout ça est aussi un petit peu geek, Julien. Je suis sûre que vous pouvez être sensible à cette idée de cadeau. Et puis mon deuxième cadeau, je sais pas, ça va en braille plaire. plutôt qu'en morse, non, quand même. Parce que pour lire, ou alors en morse peut-être, mais avec des petits traits. Je sais pas ça. comment ils le font. Ouais. Ok. Oui, à mon autre idée cadeau, je sais pas, ça va plaire aux enfants. C'est un abécédaire de la cybersécurité. L'idée, c'est de les éveiller le plus tôt possible, quand même, au risque du numérique. Donc, de A à Z, c'est ludique, il y a des dessins. Ça a été pensé en plus par une petite PME, une PME de la cyber française, Bonjour Cyber. Je me disais, pourquoi pas, si voilà, vous avez des enfants. C'est pour quel âge 5 ans. 5 ans. À partir de 5 Non. ans. C'est génial. Bientôt. 5 ans, c'est jeune. Pour les vôtres, je veux dire. Peut-être. Je ne parlais pas de vous. Bon, est-ce qu'on a le temps de terminer très rapidement avec, quand même, je disais dans l'IA, il y a eu beaucoup d'actu, les 10 ans du laboratoire Métaphère, les 1 an de ChatGPT. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la création justement d'une alliance dans l'IA entre IBM et Meta et Hugging Face. C'est quand même en train de se structurer. On a le sentiment que là, on arrive presque déjà à une sorte de maturité de ce marché de l'IA. Ça va très, très vite. Hein. Et puis la barrière à l'entrée augmente. On a l'impression que les petites startups ont plus de mal à rentrer, que c'est les gros qui arrivent maintenant. Oui, alors on a quand même la levée de fonds de Mistral, hein, qui espère lever plus de 400 millions d'euros de mémoire. Ouais, c'est un petit ouais. Ça va se noyer Ouais. parce que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Effectivement, je suis complètement en phase avec Léo. Les levées de fonds aujourd'hui, c'est pas qu'en Europe, hein, c'est un petit peu de façon mondiale, ont un peu plus de mal, notamment à aller sur les startups, parce que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui considèrent que les jeux, s'ils ne sont pas faits, globalement, ils sont pas loin d'être faits. Ouais. Donc, il vaut peut-être mieux investir sur des acteurs déjà bien installés comme OpenAI, par exemple, que sur d'autres jeunes pousses. Cependant, j'ai le sentiment, mais ce n'est qu'un sentiment, je n'ai pas de données factuelles à apporter, qu'on est peut-être en pleine myopie. Parce que je crois qu'on est encore loin de la maturité technologique sous-jacente, en fait, sur les intelligences artificielles, parce qu'il faut bien employer le pluriel. On est sur plein de langages différents, sur plein d'usages différents, et qu'il y a encore beaucoup d'années, en fait, de développement fondamental sur ces secteurs-là. Et je crois qu'à un moment donné, le marché va s'en rendre compte, et qu'il y aura de nouveau de l'argent qui sera fléché en faveur de start-up innovantes. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr parce que... Eh bien, on en reparlera. On en reparlera, Alain, parce qu'on a terminé cette émission. Bah, Désolée. Voilà, je suis donc pas tout à fait sûr. Merci beaucoup, Darcy C'est une belle Phil, conclusion. Julien Pillot. Merci beaucoup de l'INSEC et Léo Briand pour VitaScience. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve très vite. On continuera à débriefer l'actu tech, évidemment, ensemble sur Bismart.